Boni, dans les Hauts-Bassins, une ville morte, comme le décrit une autorité de la localité. Il explique que les enlèvements se multiplient depuis la destruction de la mairie en fin septembre par les groupes armés terroristes. Les habitants de Boni sont loin de vivre un quotidien paisible, ajoute-t-il. Une conférence de presse sur l'affaire du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, l'avocat de la défense, a seulement eu le temps d'analyser le rejet de la demande de liberté provisoire de son client. En effet, toute la presse, en signe de solidarité, s'est retirée de la rencontre, l'avocat ayant refusé d'exposer le fond du dossier. Et puis enfin au Ghana, conférence régionale sur les médias, la liberté de la presse et la démocratie en Afrique de l'Ouest. Une rencontre de 48 heures qui a retenu qu'il fallait essentiellement procéder par une éducation aux médias au profit des journalistes. Plusieurs de l'espace CEDEAO étaient réunis. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais donc, un titre à Tui dans les Hauts-Bassins. Le village de Boni est depuis quelques semaines isolé et sous contrôle des groupes armés terroristes. Les représentations d'institutions nationales sont non fonctionnelles et les enlèvements se multiplient et la peur également prend de l'ampleur chez les habitants. C'est ce qu'explique donc l'une des autorités de la localité. Joint au téléphone, sa voix a été modifiée pour un caractère anonyme. C'est dans ce reportage signé Serge Kabouret. Commune rurale située dans la province du Tui, région des Hauts-Bassins, le village de Boni se meurt du fait de la situation sécuritaire délétère dans la zone. L'autorité administrative est inexistante depuis l'incendie de la mairie le 26 septembre dernier et les enlèvements sont légion à Boni selon le témoignage d'un habitant sous couvert de l'anonymat. Boni vraiment est délaissé, les autorités ne viennent pas nous voir. On a signalé ce qui s'est passé, la mairie a été brûlée. Après, on a enlevé un infirmier de chez nous. Ensuite, ils ont enlevé un élément de l'environnement qu'ils ont tué. Ensuite, ils ont saccagé l'antenne de dossier. Donc, de nos jours, vraiment, le village a peur. Dans la journée, ça va, mais la nuit, vraiment, les gens ne sont pas tranquilles. Voilà ce qui se passe. Les écoles sont fermées parce que les enseignants ont eu peur parce qu'ils ont enlevé un infirmier. Le CSPS était fermé, mais ils viennent de l'ouvrir, mais ils ne travaillent pas la nuit. Pour la culture, ils ont pu cultiver, ça a bien donné, mais pour récolter, ils ont peur. Village situé à quelques encablures de Houndé, Koumbia et Fouzan, les habitants lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités. On appelle aux hommes de sécurité qui n'ont qu'à réagir parce que la zone est vraiment très importante, comme vous venez de le dire. Boni, c'est un village très important. 15 km de Houndé, 15 km de Pâques. C'est la dernière commune même de la province du Sud, nous n'avons rien. Vraiment, je lance l'appel au gouvernement de réagir plus rapidement et que les gens puissent savoir que vraiment nous avons les autorités avec nous. Chez nous, les Babas, les autorités, c'est comme c'est notre Dieu. Quand ça ne va pas, on se réfère aux autorités compétentes. Mais si dans des cas comme ça, les autorités nous laissent et ne réagissent pas, donc nous allons rendre compte à qui. Donc je lance l'appel qu'ils réagissent plus rapidement afin que les places puissent s'ouvrir, le CSPS, ainsi de suite, que les gens puissent être un peu plus tranquilles. Rappelons que la mairie de Boni, située à une quinzaine de kilomètres de Houndé dans la province du Tui, avait été saccagée dans la nuit du 26 au 27 septembre dernier. Les autorités compétentes sont ici interpellées pour un retour de la quiétude dans ce village. Crise humanitaire au Burkina, le pays compte désormais plus d'1,7 million personnes déplacées internes. En termes de ménages déplacés, plus de 205 000 et 288 communes sont aménagées pour les abriter. Des chiffres à la date du 30 septembre dernier qui représentent près de 12% d'augmentation par rapport au point donc qui a été fait en avril dernier. Les enquêtes sont menées par le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation qu'on assure. Les détails avec Cheikh Omar Ouedraogo. Dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso, les villes d'accueil de personnes déplacées internes s'écroulent sous le poids du taux d'accroissement de la population. Le point a été fait par le Conseil national des secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR. Selon le bilan de l'enregistrement des PDI du Burkina Faso, le CONASUR a noté à la date du 30 septembre 2022 une augmentation d'environ 11,59% par rapport à la publication actualisée du 30 avril 2022. Le nombre de PDI est donc passé de 1 520 012 à 1 719 332 en espace de 5 mois.
Le CONASU décompte ainsi 894 053 enfants, soit 52% du nombre de PDI total. Les 205 942 ménages déplacés en provenance principalement de la province du Soum, du Sanmatenga, du Gourma, du Lorum et du Seno sont répartis entre 288 communes d'accueil dans les 13 régions du pays. Eu égard à la situation au 30 septembre 2022, le CONASUR estime que cette urbanisation rapide joue négativement sur les villes d'accueil qui n'étaient pas prêtes à faire face à une telle situation. De cette manière, la région du Sahel, du centre-nord, du nord et de l'est ont accueilli plus de la moitié des individus déplacés, à savoir 80,9%. In fine, d'après le même bilan, cette nouvelle situation prend en compte les données des régions couvertes par l'enregistrement électronique et celles des régions non couvertes. Une Burkinabé lauréate d'un prix de journalisme de guerre, Mariam Ouedraogo des éditions Sidoya, a remporté le prix donc en presse écrite avec son reportage intitulé Axe d'Ablo, Kaya, la route de l'enfer des femmes déplacées internes. C'est le 8 octobre dernier que le jury international du 29e prix Bayeux, Calvados, Normandie des correspondants de guerre a rendu donc son verdict. Rencontre avec la lauréate burkinabé par ailleurs très donc familière des récompenses journalistiques. C'est avec Linda Sarakabouré. Axe d'Ablo Kaya, la route de l'enfer des femmes déplacées internes. C'est cet article qui a valu à Mariam Ouedraogo le premier prix de la 29e édition Bayeux des correspondants de guerre. Si depuis 2016, le Burkina Faso est en proie aux attaques terroristes avec son corollaire de déplacés internes et de décès, la consoeur Mariam Ouedraogo est partie du constat selon lequel les femmes n'étaient pas automatiquement visées dans les tueries. Elle a donc décidé d'aller à la rencontre de ces femmes qui ont tout de même tout perdu et qui ont été contraintes à quitter leur terroir pour trouver refuge ailleurs, notamment celle de Dablo qui tente de rejoindre Kaya. Tout un calvaire pour ces femmes qui empruntent plutôt la route de l'enfer. Enlèvement, viol et d'autres formes d'humiliation. Les témoignages recueillis par Mariam Ouedraogo sont glaçants. C'est vrai, on ne les tue pas automatiquement, mais bon, on les viole, on les frappe, on les séquestre. Il y a des localités même où les gens même n'organisent plus de mariage parce qu'ils laissent, quand vous organisez, au moment d'amener la femme chez son époux, et ils viennent tirer et puis ils partent avec la nouvelle mariée pour en faire une femme ou après l'avoir violée ou séquestrée, on la jette à quelque part. Pour recueillir ces témoignages, Mariam Ouedraogo prenait tous les risques en se rendant sur les lieux à bord des moyens de locomotion utilisés dans la localité. Elle dit avoir passé des mois avec les victimes dans des conditions assez difficiles dans les zones de Kaya et d'Ablo afin de partager leur quotidien. Le plus dur, c'était ce 25 décembre. J'aurais voulu ne pas avoir eu affaire à ces femmes-là. J'aurais voulu ne pas entendre ces douloureux témoignages. Ce prix composé d'un trophée de 7 000 €, soit plus de 4 millions de francs CFA, Mariam Ouedraogo dit le dédier à son pays, le Burkina Faso, mais au-delà à tous les journalistes des pays en conflit qui ont perdu la vie. La lauréate avoue également que c'est grâce au chef de desk économie et finances qu'elle a pu postuler à cette 29e édition Bayeux des correspondants de guerre. Tout compte fait, ses collaborateurs directs étaient confiants. Elle a postulé avec une série de 4 articles, je pense. Et voilà. Pour nous, c'est pas une surprise. Ça fait peur quand ton collègue est sur le terrain décide d'aller sur une zone comme ça. Mais comme on le dit, elle a ce courage-là, elle n'a pas peur. Et comme elle aime ce qu'elle fait, elle a la passion de ce qu'elle fait. Donc, elle a cette capacité très facile d'écrire. Je crois que ce n'est pas très donné, mais pour elle, je le dis, c'est à la limite même un don, si je peux le dire ainsi. Donc je ne suis pas surpris de son prix. On vous lisez l'article qui lui a valu cette reconnaissance internationale. Je pense quand même qu'il y a cette abnégation. Moi, je l'appelais Maman Action Sociale, parce que quand nous sortons sur le terrain et quand tu vois une action vraiment qui tend vers la mendicité ou le besoin, le souci de l'aide, elle s'exprime en parole qu'en acte. Donc je pense que c'est ça qui l'a motivée sur le terrain. Ce premier prix de la 29e édition Bayeux des correspondants de guerre est la 13e distinction de Mariam Ouedraogo, qui a été plusieurs fois lauréate au Galien et bien d'autres concours de journalisme.
Avant de prendre congé d'elle, la journaliste nous a confié qu'elle avait une santé fragile due sûrement aux difficultés de réalisation de son reportage et qu'elle était suivie par un spécialiste de la santé mentale. Et je vous parlais en titre donc de cette conférence tenue par les sympathisants et l'avocat du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, détenu depuis le début de l'année suite au rejet donc de la dernière demande de mise en liberté provisoire. L'avocat a évoqué et analysé la raison de ce refus tout en évitant un traitement plus diligent du dossier. Nous en parlons avec Alexis Wankouni Belemnaba. C'est en moins de 10 minutes chrono que s'est tenue la conférence de presse sur l'affaire du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Visiblement irrité par une question, Maître Paul Kéry, l'un des avocats de la défense, botte en touche et la juge inutile. Comme un seul homme, les hommes de médias jugent à leur tour la réponse inopportune et se retirent de la salle. Je suis à votre disposition pour toute question que vous aurez posée, sauf le fond du dossier que je ne vais pas évoquer avec vous. Pour revenir à l'ordre du jour initial, Maître Paul Kéry explique les raisons du refus de la liberté provisoire du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Libéré provisoirement le 2 février dernier, il avait été reconduit en prison le même jour pour des faits de blanchiment de capitaux et d'enrichissement illicite par la justice. La liberté provisoire a été refusée au lieutenant-colonel Zungrana parce qu'il y avait des vuvuzela dehors. Parce qu'il y avait des vuvuzela, parce qu'il y avait des gens qui manifestaient dehors. Mais si ces manifestations dehors peuvent influencer le juge qui est à l'intérieur de la maison du tribunal militaire, c'est que ce juge n'est pas indépendant. Il ne faut pas que les manifestations dehors aient une influence sur la décision judiciaire. Vous pensez qu'après 10 mois, un juge d'instruction raisonnable ne peut pas rassembler les preuves? La cassation de l'arrêt de la chambre d'instruction est prévue le 27 octobre prochain. Si rien n'est fait, la défense prévoit attaquer la Cour de justice à Abuja. Lorsqu'une juridiction de fond ne répond pas à des prétentions, c'est un moyen de cassation. Et nous attendons impatiemment cette décision de la Cour de cassation qui nécessairement va casser la décision de la chambre de contrôle du tribunal militaire parce qu'il n'a pas répondu à 3 de nos moyens. Cet arrêt peut être attaqué devant la cour de justice à Abuja. C'est possible. Mais est-ce que nous allons aller à Abuja pour attendre 2 ans? Parce que le blanchiment de capitaux, le délai de la liberté provisoire, c'est 3 ans. Nous allons attendre tranquillement. Si la cour de cassation ne casse pas l'arrêt de la chambre de contrôle du tribunal militaire, nous allons repartir devant le tribunal militaire. La solidarité morale agissante à l'endroit du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, c'est l'invite des sympathisants à l'ensemble des Burkinabés. En raison du contexte national, un nouveau report d'événements à une date ultérieure sur le plan politique. L'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste, une RPS donc, ne tiendra pas son congrès qui débutait initialement le 4 novembre prochain. Le président du parti que nous avons rencontré explique que ce report est donc l'opportunité d'une meilleure organisation en fonction de la situation nationale. Nous en parlons avec Abdoulaye Migné. Initialement prévu se tenir du 4 au 6 novembre 2022, le congrès de l'Union pour la Renaissance Mouvement Patriotique Sankariste UNIR MPS est reporté à une date ultérieure. Selon Maître Benoît Stanislas Sankara, président du parti, ce report s'explique par la situation actuelle du pays. Même si le report pourrait être dû au communiqué du MPSR le 30 septembre, suspendant toute activité politique, le président de l'UNIR MPS rassure que cela n'affecte nullement le bon fonctionnement du parti. Le parti fonctionnait déjà avec ses organes, notamment le directoire national, et vous avez le secrétaire exécutif national du parti. Le congrès, c'est l'instance suprême du parti qui a notamment pour mission d'avoir la plénitude de toutes les questions, y compris celle de renouveler par exemple l'organe dirigeant. Donc ce n'est qu'un report à une date ultérieure pour mieux nous organiser en fonction donc du contexte national. Pour Maître Sankara, la remise du flambeau de la Révolution le 15 octobre dernier est très symbolique. C'est une invite au capitaine Ibrahim Traoré et à la jeune génération à s'inspirer des valeurs prônées par Thomas Sankara pour sauver le Burkina Faso. Moi, quand je remettais le flambeau, j'ai dit aux jeunes à qui j'ai remis le flambeau
que je ne lui remets pas un trophée. Je lui ai en même temps remis l'engagement que nous avons pris le 15 octobre 2000. Il y a de cela 22 ans sur la tombe du président Thomas Sankara, de faire en sorte que le sankarisme soit vivifiant. Je pense que 35 ans après la mort du président Thomas Sankara, aujourd'hui vous avez une jeunesse aguerrie. Je ne dis pas tous les jeunes, je parle de cette jeunesse aguerrie qui se bat pour ce pays-là et qui est sûr et sang pour ce pays-là. Maître Benewende Stanislas Sankara invite la jeunesse à fédérer ses efforts pour faire face aux défis du moment, les défis de la reconquête de l'intégrité du territoire et de la construction d'une paix durable. Une session de formation a débuté aujourd'hui au profit des acteurs de la mise en œuvre de nouveaux modèles de classe passerelle, bientôt effectifs au Burkina. La phase d'essai débute en juin 2023. Cela va permettre d'améliorer l'apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés de 8 à 15 ans. C'est un projet du consortium Caranta, du FAWE et du ROCAR en partenariat avec le ministère en charge de l'administration territoriale, plutôt de l'alphabétisation. Nous en parlons avec Sarah Kaboré. Selon le dernier rapport du recensement général de la population, les jeunes de moins de 15 ans représentent 45% de la population burkinabé. Malheureusement, plus de la moitié de ces enfants ne sont pas scolarisés. C'est donc pour pallier ce fléau que le consortium Fondation Caranta, FAO et Eurocar ont mis en place cette alternative dénommée un nouveau modèle de classe passerelle. Un nouveau modèle avec pour objectif d'améliorer l'apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés. À l'étape de cette phase d'essai, c'est le centre d'éducation non formelle de Samba dans le cas d'Yogo et celui de Pissi qui ont été choisis pour l'expérimentation. Ces acteurs s'activent donc au dernier détail. Comme le nom l'indique, c'est un modèle de classe passerelle qui permet de récupérer des adolescents de 8 à 12 ans et de leur donner une formation en 9 mois pour leur permettre de retrouver donc, le cycle formel. Alors, à l'issue donc de la formation, en principe, les apprenants pourront être transférés en 3e année ou en 4e année de l'école formelle. Selon le directeur général de l'éducation non formelle, la phase d'essai du modèle devrait commencer depuis début octobre, mais compte tenu de ce retard, la date de fin de l'expérimentation sera repoussée en juin 2023. Parmi les chercheurs qui ont conduit le projet à terme, figure Bernadette Sanoudao qui est convaincue que l'initiative permettra à terme de relever les défis liés à l'éducation au Burkina Faso. En réalité, nous devions voir un peu ce qui se fait dans les autres pays avec évidemment le concours de toutes les équipes nationales mises en place, voir ce qui se fait en matière d'éducation non formelle avec la possibilité de la passerelle à l'école primaire. Donc chaque pays, les 6 pays membres de la Fondation Strom, de la Fondation Caranta, ont fait ce travail, ont dégagé des orientations, ont dégagé des possibilités de formulation d'un projet sur lesquels nous nous sommes appuyés en tant que chercheurs. La formation qui réunit les acteurs du FAO, du ROCA et les cadres des services techniques centraux et déconcentrés des zones d'expérimentation a été présidée par le secrétaire général du ministère en charge de l'Éducation nationale, chargé de l'expédition des affaires courantes. Elle est prévue prendre fin le 21 octobre prochain. Et dans le reste de l'actualité au Ghana, une conférence régionale sur les médias, la liberté de la presse et la démocratie en Afrique de l'Ouest. En 48 heures, des acteurs donc des médias de la CEDEAO étaient réunis pour réfléchir sur plusieurs aspects de la profession du journalisme en lien avec la gouvernance démocratique. Cette rencontre qui a pris fin aujourd'hui était organisée par Media Foundation for West Africa en partenariat avec le réseau ouest-africain pour la démocratie et la solidarité. Retour donc sur la première journée de travaux. C'est avec Bourema Soulo, notre envoyé spécial à Accra. Le rôle des médias face au recul démocratique et au rétrécissement de l'espace civique, ou encore les médias et la restauration démocratique, notamment au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry, sont entre autres les problématiques
qui sont au cœur de cette conférence régionale sur les médias et le recul démocratique en Afrique de l'Ouest. Des problématiques auxquelles des participants venus de l'espace CEDEAO sont appelés à donner des pistes de solutions. Nous pensons qu'il faut des entreprises de presse viables, des journalistes bien formés et très professionnels, et enfin des citoyens également qui savent faire la différence entre les bonnes informations et les mauvaises informations. Parmi les solutions proposées par les conférenciers figure l'éducation aux médias pour les journalistes. Cette éducation est primordiale, estime Mohamedou Talata Maïga, administrateur de la Maison de la Presse du Mali et conférencier. Aujourd'hui, nous sommes des consommateurs de médias, nous sommes des consommateurs d'informations, mais nous ne savons pas trier. Nous consommons tout ce qu'on nous propose en termes d'informations, qu'elles soient en fait mauvaises ou bonnes. Or, l'éducation aux médias nous permet vraiment de sélectionner, d'être beaucoup plus sélectif, d'être beaucoup plus exigeant. Si l'éducation aux médias est l'une des solutions proposées, les faîtières des médias sont elles aussi interpellées pour un espace médiatique sain qui sera la sentinelle de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Si la Maison de la Presse joue son rôle de flicter des faîtières des associations professionnelles des médias, centre de documentation, de formation et d'appui institutionnel aux journalistes, vous verrez que beaucoup de nos problèmes vont être résolus là, et les journalistes ne vont plus se référer à qui que ce soit pour savoir s'ils doivent donner la parole à un tel leader d'opinion ou bien à un tel activiste de la société civile, quand ils sauront qu'ils sont protégés au niveau national et international, qu'ils peuvent donner la parole aux invités qu'ils voudraient, et la seule chose qu'on va leur demander de rester dans le champ que le législateur a défini comme le champ d'action. Vous verrez que les médias vont jouer leur rôle et vous verrez que les pouvoirs publics qui ont de plus en plus tendance à les museler là vont reculer. Cette conférence qui prend fin ce mercredi est organisée par la Media Foundation pour West Africa en partenariat avec le réseau Ouest africain pour la démocratie et la solidarité. Et voilà donc pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Le temps de vous retrouver demain à 20h également.